Nous accueillons aussi avec une grande joie sur ce plateau Michel Maffesoli, sociologue de renommée mondiale. Bonjour, Monsieur Maffesoli. Bonjour. Vous êtes de passage au pays pour donner des conférences à Montréal et à Québec, notamment sur les tribus juvéniles urbaines. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel Maffesoli? Qu'est-ce que c'est? Des choses très simples, dans le fond. C'est-à-dire que la tribu, d'une manière classique, les ethnologues le montrent, c'était dans la jungle, créer des formes de solidarité, lutter contre l'adversité. Et mon hypothèse depuis fort longtemps, c'est de dire que dans les jungles de pierre, que sont nos mégapoles postmodernes, il y a nécessité de serrer les coudes, de se tenir chaud. Donc, tribus sexuelles, musicales, religieuses, c'est un peu cela qui me paraît être en jeu dans nos sociétés. Voilà ce que j'appelle les tribus postmodernes. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. Dites-nous tout. Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui Michel Maffesoli, sociologue et professeur émérite à la Sorbonne à Paris. Vous avez arrêté d'enseigner l'an dernier. Par la force des choses. Oui. Est-ce que ça vous manque? Pas du tout. Ah, tant mieux. Pas du tout. Oui. J'arrive pas à me désespérer en général. Ah non, mais c'est bien. Là-dessus Oui, en particulier. vous avez l'air, vous dégagez en fait une joie de vivre qui est très réjouissante. Vous êtes né le 14 novembre 1944. On dit Graisse-Sac. 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 C'est dans le héros d'un père, dit-on, et d'un grand-père qui était mineur, Monsieur Maffesoli. Mon papa et mon grand-père. Mon grand-père est venu travailler en France, c'était un Italien. Dans les mines du sud de la France, dans les Cévennes. Voilà. Je suis né dans ce village. J'ai encore ma maison natale. C'est vrai? Oui, vous possédez encore la maison familiale? Une maison familiale, oui. Comme je suis un peu plus riche, je viens d'acheter un petit château, là, donc. Un petit château. Bon, ça rend riche la sociologie en France. Vous avez fait des études de doctorat, entre autres en sociologie à l'Université de Grenoble. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette discipline qu'est la sociologie, à cette science même? Non, alors là, j'aime pas. Je considère, d'ailleurs, j'ai pas mal d'ennemis parce que je considère que la sociologie n'est pas une science. Ah bon? Que c'est une belle... On dit pas une science molle? Alors on peut dire cela, dans ce cas ça me plairait. Si bon, ça vous convient. Ça me conviendrait, oui. Mais qui mime les sciences dures. Alors que j'ai toujours dit, j'ai écrit plusieurs livres sur ce que j'appelle la connaissance ordinaire. C'est-à-dire que dans le fond, ce qu'on appelle les sciences humaines, tout simplement c'est une connaissance qu'on peut avoir avec rigueur, bien évidemment, sur ce qu'est la vie en société. Et vous voyez, je préfère dire connaissance que science. Connaissance, ça veut dire quoi? Si je puis me permettre encore de le dire en latin, cum nascere, ça veut dire naître avec. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'interaction dans la connaissance, alors que la science a un petit côté un peu extérieur. Et du coup, la pédanterie, la paranoïa des scientifiques, des sciences molles, est quelque chose d'important. Tandis que moi, je suis plutôt pour cette humilité dans la connaissance, qui fait que j'apprends beaucoup. En fait, j'apprends beaucoup du café du commerce, j'apprends beaucoup des discussions de trottoir, etc. Voilà. Vous dites que vous pratiquez d'ailleurs une forme de sociologie descriptive. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, tout simplement, c'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, la connaissance vient du bas et non pas d'en haut. C'est-à-dire qu'on était habitué à ce que on faisait des règles en quelque sorte qu'on appliquait. Alors que pour ma part, j'étais formé à Strasbourg par un grand maître qui pensait à la sociologie, on disait phénoménologique, compréhensive, c'est-à-dire les phénomènes tout simplement, c'est-à-dire ce que je vois. Et il nous a appris à être, je dirais, le secrétaire de ce qui est. Et non pas ce qui devrait être. Voilà en quel sens c'est plutôt descriptif et c'est pas quelque chose qui va être militant, qui va imposer un point de vue. Voilà, un point de vue d'une manière abstraite, etc. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment concret. Voilà. Dans certains articles, on vous considère comme le père de la postmodernité. Oui. Qu'est-ce que c'est la postmodernité? Ça vous fait peur? Pas du tout. Pas du tout. Oui. Bon, rien ne me fait peur d'abord. Le principe est simple. Ce qui est. Il faut faire avec. Voilà, c'est tout. Alors, postmodernité pour une chose simple. Tout simplement, quand on regarde sur la longue durée, 2000 ans de temps, c'est ça notre champ d'observation, on voit qu'il n'y a pas un continu, c'est pas un linéarisme, mais qu'il y a des époques, des cycles. En grec, je suis un peu pédant, le mot époque, ça signifie parenthèse. Donc une époque. Parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et que tout simplement, la parenthèse moderne, l'époque moderne, qui commence avec le XVIIe siècle, Descartes, philosophie des Lumières, XVIIIe, XIXe, qui se termine, à mon avis, vers la moitié du XXe siècle. Voilà, la modernité, c'est cela. Et qu'est-ce qui marque la fin de la modernité à la moitié du 20e siècle? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il y a un courant de pensée à votre avis? Non, c'est un processus de saturation. Voilà, tout passe, tout casse, tout lasse.
Donc quelque chose qui a bien marché, une machinerie qui a bien marché, fondée sur l'individualisme, fondée sur le progressisme, fondée sur le rationalisme. Eh bien, ça a bien marché, ça a donné nos institutions. Et puis, ça dérape actuellement. Oui. Et donc, on voit en particulier chez les jeunes générations quelque chose qui sont d'autres valeurs qui sont en train de naître. Le nous, la tribu, non pas le futur mais le présent, non pas simplement la raison mais les émotions collectives, l'émotionnel. Et donc voilà, c'est ce tripode-là qui me paraît être en jeu dans la post-modernité. Oui, vous dites qu'on est à cheval entre deux époques, d'ailleurs. Je pense que nous sommes en train de... Ça prend toujours 5-6 décennies avant qu'on prenne conscience de ce qui est en jeu. Mais cette post-modernité, elle existe. Je dis bien dans la société officieuse, qui est celle des jeunes générations, qui ne se reconnaissent pas dans les institutions. Je parle pour ceux que je connais en Europe. Qu'est-ce que vous considérez comme une institution, Michel Maffesoli? Toutes nos institutions, institutions familiales, institutions politiques, institutions syndicales, toutes les grandes institutions. Michel Foucault a bien montré comment au 19e s'élaborent ces institutions. Oui. Ça ne marche plus. On peut plus parler d'une famille mononucléaire avec un père, une mère, des enfants. Il y a d'autres manières de vivre le sexe. On ne peut plus parler... On voit bien la faillite du politique qui devient caricatural. L'exemple des États-Unis en est un bon exemple actuellement. On peut voir comment ce qui était les grandes institutions sociales, l'État-providence, etc., tout ça ne marche plus. Et on voit venir une solidarité autre, Internet aidant. Des nouvelles formes de solidarité dans l'horizontalité, ce que j'appelle moi la loi des frères. Non pas la loi du père. C'était ça les institutions, où par en haut on imposait quelque chose. C'était assez paternaliste en fait, Mais ça a bien marché, on ne peut pas cracher dans la soupe. Je veux dire, ça a donné une belle société. Il se trouve beaucoup de gens pour s'inquiéter d'ailleurs de l'érosion des institutions, Michel Maffesoli. Il ne faut pas s'inquiéter, arrêter d'avoir peur, il faut au contraire savoir accompagner ce qui existe. Voilà, pour éviter que ça devienne un cauchemar. Et que c'est si on sait accompagner, encore une fois, ce qui est là, je dis bien, non pas ce qu'on aimerait qu'il soit, mais ce qui est là, eh bien, c'est notre travail. En tout cas, moi, c'est ainsi que je comprends le monde. Voilà, c'est ce que j'essaie d'analyser dans tous mes livres sur la postmodernité. Ils sont nombreux, vos livres. Vous en avez publié une quarantaine depuis 76. Logique de la domination en 76. La conquête du présent pour une sociologie de la vie quotidienne en 79. Le temps des tribus, on y est en 88. Et la France étroite face à l'intégrisme laïque, la France communautaire. Qu'est-ce que vous concevez comme un intégrisme laïque, Michel Maffesoli? Bon, vous m'avez posé des questions embêtantes, là. Vous êtes capable d'y répondre? Si, mais je vais répondre. Je suis convaincu que vous allez le faire. Non, disons que pour ce que je connais en France, la laïcité, qui est une belle chose, c'est-à-dire en grec, là encore, le mot laïque, ça veut dire le peuple, laos, laïkos, est devenu une nouvelle cléricature. Voilà. Et c'est pour ça que... Alors, par exemple, il y a une méfiance vis-à-vis des communautés. Vous savez, on parle en France du communautarisme. En même temps, c'est pas bien, le communautarisme, etc. On a méfiance envers une communauté, en tout cas, certainement. Entre autres. Mais je pense d'une manière... La communauté musulmane, par exemple, si elle existe. Par exemple. Mais je pense que c'est beau. On a peur du communautarisme en général. Voilà. Je lisais hier un article paru en France où, justement, on accusait un de mes collègues de vouloir créer une étude ou un séminaire, un master sur le phénomène queer, en lui disant c'est du communautarisme. Non, moi je dis toute une série de phénomènes existent. Il y a des communautés, ce sont mes tribus, donc il faut les prendre en compte. Voilà. Alors qu'est-ce que je dis dans ce livre? Il y a des gens qui voient ça comme quelque chose de péjoratif, que la division des gens selon certains groupes d'intérêt, par exemple, ou l'éclosion des différents. Vous appelez ça moi je dis pas communautarisme. Je dis idéal communautaire. Pourquoi je dis idéal communautaire? Parce que c'est une grande dame de la pensée qui s'appelle Hannah Arendt, qui avait montré comment, tout au long du 19e siècle, s'était élaboré l'idéal démocratique. C'était pas facile au début de penser la démocratie. Bien. Et elle montre comment se met en jeu cet idéal démocratique. Alors, je prends cette même idée en disant, il se trouve, je reste sur mon constat descriptif, il se trouve qu'il y a des communautés. Je peux pas toutes les tuer. Il faut faire avec. Donc, pourquoi ne pas penser à un idéal communautaire en gestation? C'est-à-dire une harmonie, non pas a priori, mais a posteriori, ce que j'appelle moi une harmonie conflictuelle. Vous voyez, c'est-à-dire si je fais image, par exemple, la voûte de la cathédrale gothique, eh bien, elle repose sur la tension des pierres les unes sur les autres qui donne l'harmonie de la voûte. Eh bien, je pense que c'est ce qui est en gestation dans la postmodernité. Non pas une vérité unique, non pas un État-nation unique, mais dans le fond, des communautés qui peuvent s'ajuster en mosaïque les unes par rapport aux autres. Alors, on est en train de vivre ça, c'est pas facile, ça va saigner. Voilà, c'est clair. Ça va saigner. Mais justement, parlons concrètement du paysage politique actuel dans votre pays, qui est la France. On pourrait faire des parallèles avec ce qui se passe ici, d'une certaine façon, ce qui se passe ailleurs dans le monde, ce qui se passe aux États-Unis, dans certains pays d'Europe. Parlons d'un personnage comme Marine Le Pen.
Comment vous expliquez la montée en puissance d'une femme comme elle? Parce qu'il y a une résistance là-dedans aussi, Michel Maffesoli. Une résistance à la diversité. Parce que vous dites, il faut accueillir la diversité. Oui, non, c'est évident. Vous dites, ça va saigner, ça se passe pas très bien. C'est évident que ce nationalisme a peur, oui, ça c'est certain. Oui, celui que vous venez de nommer, de Madame Le Pen. Oui. Mais, comment dire cela? Il faut aller plus avant. C'est-à-dire qu'il y a une telle méfiance vis-à-vis de l'intelligentsia. Intelligentsia, c'est-à-dire vous, les journalistes, les universitaires, les hommes politiques, qui restent sur le logiciel du 19e siècle, gauche et droite confondues. Et que donc, du moment où ces intellectuels, ces élites, j'ai bien dit, intelligentsia, ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire. Oui. Chaque société a des élites. Bien. Mais quand ces élites se déconnectent, se déphasent par rapport à la réalité, eh bien cela permet que les discours démagogiques de racisme, de haine surgissent. Voilà, vous comprenez ce que j'essaie de dire. C'est que dans le fond, c'est quand on ne sait pas dire ce qui est qu'on a le triomphe de la démagogie, qu'on a le triomphe des extrémismes multiples et divers, et le Front National en serait une expression. Donc c'est la faute des élites qui se décollent de la réalité, à votre avis? Je le pense fondamentalement, c'est que nous ne savons pas être en phase avec ce qui est en fonction d'un schéma préétabli que nous avons. Alors que, là encore, réfléchir sur la postmodernité, c'est justement quelque chose qui fait que on reconnaît qu'il y a de la diversité, il y a du polyculturalisme, il y a du polythéisme des valeurs, etc., etc. Moi, j'essaie d'analyser cela, et le triomphe, je me fais bien comprendre, le triomphe des extrémismes vient du fait qu'on ne sait pas dire ce qui est. Et donc, du coup, on a, bien évidemment, le ressurgissement des discours de haine, de xénophobie et de racisme. Voilà. Comment on pourrait... Oui, Jean-Pierre Cipriani, allez-y. Ça m'interpelle parce que les élites, c'est pas celles qu'on entend le plus fort de nos jours. C'est davantage des commentateurs qui, justement, sont complètement déconnectés des élites, mais qui ont une influence beaucoup plus importante par rapport à eux. Mais c'est quand même une classe, vous voyez, c'est-à-dire, il y a quand même enfin, il y a une endogamie dans ces élites, ça couche ensemble, tous ces gens-là. Oui, mais c'est vrai. Il y a Éric Zemmour en France qu'on apprend trop, c'est un bon exemple. Moi, j'habite dans le 5e arrondissement, je suis heureux, mais c'est le triangle d'or. Il y a le 5e, le 6e, le 7e. Ils sont tous là, tous ces gens-là qui sont déconnectés. Et voilà. Et du coup, ils ne connaissent pas le peuple. C'est dommage que je ne puisse pas participer à l'émission tout à l'heure. Mais oui, parce qu'en deuxième heure, on va parler de démagogie, de populisme. Je trouve que le populisme vient du moment où on méprise le peuple. Et donc, le peuple se venge. Et dans le fond, le Brexit, ce qui se passe peut-être aux États-Unis, ce qui se passe en France, c'est la vengeance du peuple dès le moment où on va parler du populisme, tout comme on va parler du communautarisme. Vous comprenez, vous voyez, c'est ça. Donc, non, pour moi, le peuple, c'est quand même la vraie sagesse populaire. Il faut y être attentif. Il y a des choses qu'on apprend. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui vient du bas. Être à l'écoute, bien sûr. Comment on fait pour combattre l'intégrisme? Est-ce que c'est un vrai problème, chez vous notamment, à votre avis? Vous dites, on ne sait pas dire ce qui est. On fait quoi pour dire ce qui est? Vous voulez que je dise brutalement? Ben oui, bien sûr. Il faut se démerder, madame. Si je le dis un peu plus poliment, c'est Lévi-Strauss qui dit, dans ces moments de changement, il y a du bricolage. On est dans un moment de bricolage où il va falloir, et on est en train de faire l'apprentissage en quelque sorte de cette multiplicité de tribus, cette multiplicité de valeurs, du fait que oui, il y a des Arabes, oui, il y a des Blacks, oui, il y a vous voyez, toute une série de communautés très différentes. Et je dis bien, encore une fois, après tout, c'est pas la première fois dans les histoires humaines que cela se passe. Moi, je suis en train de lire actuellement un livre d'un de mes collègues 1940, Alphen, sur les barbares. Et montrant comment, entre 4e, 5e siècle, c'était la même situation que nous vivons actuellement, exactement la même. Voyez. Mais il y avait un phénomène d'immigration très important. Mais bien évidemment. Moi, j'écris dans tous mes livres, là, vous avez cité tous mes livres, il y en a un qui s'appelle du nomadisme. Et je montre comment, régulièrement, il y a ce retour de la circulation. Oui, avec la même résistance. Bien toujours. C'est normal. Je veux dire, c'est légitime que quelque chose fasse peur, quelque chose qui est nouveau, qui est l'intrusion. Et en même temps, il y a dans ce nomadisme, il y a dans l'accueil de l'altérité quelque chose qui féconde. La France ne serait pas la France s'il n'y avait pas justement eu à un moment donné cette espèce d'interaction très diverse, de cultures très diverses. Voyez, c'est ce que nous vivons actuellement, mais il faut reconnaître avec simplicité que ça fait peur et c'est normal que ça fasse peur. Moi, je ne veux pas nier cela. En même temps, le travail de l'intellectuel est le vôtre aussi à vous. En tant que journaliste, comme ceux des hommes politiques en presse, s'ils étaient en phase avec la réalité, serait de dire, plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, d'essayer de prendre du recul. De lire, justement. Et de lire, par exemple, encore. C'est-à-dire que si on a... Moi, je vois le nombre d'hommes politiques ne lisent plus.
Hein, je voyais notre président l'autre jour qui me reçoit à dîner, me dit, monsieur le professeur... Pardon, monsieur Hollande vous a reçu à dîner? Je ne lis pas. Il me dit, monsieur le président, je lui dis, ça se voit. Ouais, donc, c'est quelque chose qui... Mais bien évidemment... Vous avez dit ça à François Hollande? Peu importe, oui, les hommes politiques ne lisent plus, si vous voulez. Oui. Et donc, du coup, ça donne des attitudes qui sont rapides et qui sont totalement émotionnelles et donc qui, d'une certaine manière, ne peuvent que conforter les extrêmes. Mais il fait du scooter, par contre. Ah oui, ça, on l'a bien vu. Aurélie Lanto. Moi, j'ai une question pour vous. En fait, vous parlez avec beaucoup de justesse du fait de la nécessité de se reconnecter au peuple, mais vous croyez pas justement qu'une certaine élite, disons progressiste, qui voudrait se reconnecter au peuple en se cramponnant seulement, si on veut, aux luttes de reconnaissance, aux luttes communautaires, finit par finalement perdre le dialogue avec le peuple, ce qui fait en sorte qu'on laisse à la droite, on laisse au discours réactionnaire le soin de prendre par la main ces gens-là qui ont été laissés pour compte parce qu'on renonce à faire la critique de l'exploitation. Carrément, finalement. Oui, moi, ce sont des catégories qui ne m'intéressent plus. OK. Hein? Il a Excusez, 72 ans, voyez-vous, une Aurélie. différence d'âge. Non, exploitation, aliénation, j'ai connu ça, je connais Marx par cœur. Ouais, je suis ringard. Mais non, vous n'êtes pas, je n'oserais pas dire cela. Non, mais je veux dire par là que au début de ce que vous indiquez, ce qui est important, comment on reste en connexion avec le peuple. Voilà. Ma position est de dire, plutôt que, je vais vous répondre sur le fond, plutôt que de plaquer un a priori, essayez encore une fois de voir ce qui est, partir du bas et pas partir du haut. Quand j'étais jeune, comme vous, j'ai commencé mes études, je me souviens, c'était à Grenoble. Je faisais des études sur... Alors, je l'ai dit. Alors, je prenais les catégories à l'époque qui étaient par l'aliénation. Hein, le peuple est aliéné. Et ma découverte, et ça a été ma découverte et un changement dans ma vie intellectuelle, c'est de dire, oui, bien sûr, il y a de l'aliénation. Oui, bien sûr, il y a de l'exploitation. Et en même temps, il y a de la duplicité. On ruse avec ça. Et donc, c'est cette ruse, c'est ça la conquête du présent pour moi. Hein. Ce que j'appelais la conquête du présent à l'époque, c'était comment, quoi qu'il y ait de l'imposition, quoi qu'il y ait de l'exploitation, quoi qu'il y ait de l'aliénation, il y avait de la ruse. Et c'était ça la vraie vie. Et donc, ma réponse, elle est là. Plutôt que de plaquer des catégories qui nous viennent de notre temps, exploitation, aliénation, machin chose, moelle-nœud, au contraire, essayer de voir encore une fois concreto modo ce qui est. Ce qui existe. Vous voyez, voilà, c'est ça la différence. Alors, vous serez à Québec, Michel Maffesoli, le 21 octobre pour donner une conférence dans le cadre du colloque international Rites et Identité sur le retour du sacré dans nos sociétés postmodernes. On va placer les références, c'est joyeux, de vos principaux ouvrages, aussi les plus récents, sur notre site web. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.